René Friedman. Alors, qui est là ce matin sur le plateau? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Tout d'abord, quelle est votre profession? Artiste, saltimbanque. Votre situation familiale? Fiancée. Votre obsession dans la vie? Vivre. Est-ce que vous avez une devise? Il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, c'est le but. Marcher sans but. Ah, ça vous ressemble bien, ça. Quel est votre prénom et votre nom? Je m'appelle Elena Noguera. Bonjour Elena Bonjour. Noguera. Merci de venir me rejoindre. Vous êtes une personnalité solaire, touche à tout, chanteuse, actrice, écrivaine aussi. Vous venez nous parler de votre troisième roman. Belle comme vous êtes, vous auriez pu être Miss Univers. Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Non, c'était interdit à la maison. Tout projet de concours de beauté a été proscrit par mon père très vite. Et j'ai très vite compris qu'il n'y avait pas d'avenir pour la femme à travers sa beauté. Est-ce que vous vous êtes rendu compte quand même très vite aussi que vous étiez, enfin que les yeux, les regards, hommes et femmes d'ailleurs, étaient très attirés par vous? Oui, oui, on s'en rend compte très vite. Mais comme j'ai un tempérament paranoïaque, je crois que mes parents ont payé tout le monde pour me dire des choses gentilles. Qu'en fait, au fond, c'est pas vrai. Nous recevrons quelqu'un de très important. C'est une chercheuse, c'est une oncologue. Elle s'appelle Patricia Paterlini-Bréchot. C'est une femme qui vient de mettre au point un test sanguin et qui permet donc de voir dans votre sang si vous avez donc des cellules cancéreuses. C'est tout simple, ça a l'air tout simple. Ça a demandé 20 ans effectivement de travail, de laboratoire, et elle sera présente dans l'émission. Et je sais que vous avez lu son livre, oui. tout comme moi bien sûr, et que nous allons donc poser beaucoup de questions et des questions extrêmement pratiques. Alors restez avec nous parce que ça va être particulièrement intéressant. Elena, vos parents ont fui le Portugal. Oui. Votre père était opposant au régime de Salazar. Votre mère était enceinte de vous. Et pendant 2 ans, en fait, en Belgique, là où ils ont fui, ils ont vécu dans la clandestinité. Oui. Quelle incidence ça a eu sur votre vie à vous, d'enfant? Moi, je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'étais trop petite. Je suis née dans cette situation. Mais en tout cas, ils nous ont raconté qu'ils ont eu très très peur très longtemps. Quand ils entendaient des pas dans l'escalier, ils avaient peur que ce soit la police qui vienne les chercher, qu'on les emmène, qu'on les sépare, qu'on nous prenne nous. Enfin, ils imaginaient des tas de scénarios avant d'avoir leurs papiers. Après, c'est-à-dire qu'on vit avec ça comme si c'était des choses tout à fait naturelles et qui font partie de notre histoire. Alors que c'est une blessure, j'imagine, non? Non, pas pour moi, parce que j'étais vraiment bébé. Certainement. Pour eux, certainement. Ce qu'il y a, c'est que ça réveille maintenant, en l'adulte que je suis, une conscience par rapport à ce qui se passe dans le monde et aux migrants. Je me dis, ah merde, on était ça aussi. En fait, on était dans cette même position que ces gens-là. Donc, comment puis-je tendre, moi, la main maintenant pour essayer d'aider ces gens à s'intégrer dans une société comme mes parents se sont intégrés en Belgique. C'est vous? Ça, c'est moi, à Un Ostende. petit peu boulotte, non? Oui, j'étais un petit peu boulotte et un petit peu courte. Et mon papa disait, non, c'est ma maman qui disait, c'est dommage, elle est tellement mignonne, mais elle va être petite et grosse. Et mon papa disait, mais non, je ne crois pas. Vous avez grandi d'un seul coup? Oui, j'étais comme ça un peu costaud jusqu'à mes 5 ans. Et puis d'un seul coup, Mowgli est sorti et je suis devenue une espèce de longue liane, comme ça, un peu trop maigre même. Là, maintenant, je suis normale, mais... Votre sœur est Lio, c'est votre aînée de quoi, 5 ans, 6 ans? Un peu plus. Un petit peu plus. Est-ce que la réussite fulgurante de votre sœur a bouleversé aussi la famille? Oui, c'est très difficile, mais c'est pareil, ce sont des choses qu'on peut analyser avec le recul et en vieillissant. Mais effectivement, moi j'ai 10 ans à cette époque-là, mes parents découvrent un peu ce que c'est que d'avoir une enfant de 17 ans qui devient un peu le centre du monde, de leur monde. Le Banana Split, Le Banana Split, qui a vendu 10 millions de disques en Europe, suivi d'Amoureux solitaire, qui lui aussi a vendu 10 millions. Et donc, ça change tous les rapports, puisqu'elle commence à gagner beaucoup plus d'argent que même les parents. Donc, ça change les rapports logiques de ce que c'est qu'une famille, les chefs de famille, le chef de famille, les parents. Voilà, moi, on me demande même plus si je vais bien, tout est normal. Enfin, elle prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de place, cette lumière-là.
Et ça, Donc un malaise même à l'école, vis-à-vis des autres, j'imagine, pour vous. moi, oui. Mm. Pour moi, ça a été difficile, parce que je suis arrivée à l'école, j'ai dit, ma sœur a fait un disque, d'abord on m'a pas cru. Et puis quand c'est devenu un gros succès, je me suis dit, mais j'aurais dû la fermer, parce que c'est devenu très, très compliqué, il y avait des jalousies, et puis elle était sulfureuse, c'était une jeune femme de 17 ans, très sexy, très sexuée, donc c'est compliqué. Avec une langue qui n'était pas dans sa poche. Déjà, Oui. avec un caractère bien trempé, donc c'était compliqué, mais je suis constituée de tous ces événements, donc je les aime, je les ai fait miens. Je n'ai pas de rancœur par rapport à ces événements-là. D'autant que vous avez joué un rôle à ses côtés. Oui, à un moment donné. Vous étiez sa choriste. J'ai été sa choriste. En fait, je suis devenue mannequin un peu avant. Enfin, pas à 10 ans, mais À 15 ans. À 15 ans, voilà. Donc, ça m'a permis de partir de l'école et d'avoir une espèce d'autonomie. Vous le regrettez, ça, d'avoir arrêté l'école si tôt? Plus maintenant. Mais je l'ai regretté longtemps. J'ai été longtemps dans le fantasme de j'aurais dû terminer mes études et devenir psychologue et devenir une nouvelle Françoise Dolto. Mais j'ai résolu mon problème puisque il y a quelques années, j'ai passé mon bac et finalement, je me suis rendu compte que Et vous l'avez obtenu ou pas? Alors, l'histoire, je vais essayer de la réduire. De la réduire. Donc, j'ai suivi les cours. C'était très marrant. Sur mes contrats d'actrice, il y avait écrit devra quitter le tournage parce que la cour. Et vous aviez quel âge? 40. Il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Et j'étais dans les plus âgés de la classe. Il y avait un monsieur de 80 ans et moi après. Et après que des jeunes gens de 26 ans que j'engueulais en disant mais je comprends pas pourquoi vous faites du bruit alors qu'on est volontaire. On s'est inscrit, personne ne nous oblige maintenant, bref. Et donc j'avais plutôt 12,5 de moyenne, j'étais plutôt pas mal. Et la veille de passer le bac, donc j'étais sur un tournage, on m'a libérée, tous les comédiens m'ont dit merde pour demain, merde. Et en arrivant à la maison, je me suis dit mais en fait... C'était mieux qu'une audition. Oui. Merde, tu vas l'avoir. Oui, merde, tu vas l'avoir ton bac. Bonne chance, bonne chance. Et finalement, je suis arrivée à la maison et je me suis dit mais je suis absolument à la place que je veux. C'est-à-dire que toute cette année, au lieu de lire des livres de psychologie, quand j'avais du temps libre, j'ai écrit des chansons, j'ai écrit des textes, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai fait ce que j'aime et ce pourquoi je suis là. Et donc j'ai désisté d'aller passer le bac puisque en fait j'ai compris en me confrontant au fantasme que ça n'était qu'un fantasme. Belle histoire avec une belle morale. Protéiforme, elle l'est, Elena Noguera. La suite nous est racontée par Juline Mareille. Je voulais être clown, voilà, après je suis devenue mannequin, donc c'est parti en couille tout ça. Mais... La preuve en 5 dates que ce n'est pas tout à fait parti en couille pour vous, Elena Noguera, qui collectionnait les aventures artistiques et tourbillonnait au fil des projets créatifs. Chacun pour soi est reparti dans tourbillon la vie. 1988, un premier single. Vous avez à peine 20 ans, vous lancez votre carrière musicale et prouvez que vous n'êtes pas seulement la choriste de votre sœur Lio, mais déjà une artiste à part entière. 2006, Les Planches, pour la première fois dans une pièce complètement barrée, coécrite avec votre amie Barbara d'Alessandri. Vous incarnez une Blanche-Neige désenchantée. Ils sont tout mimi, tes enfants. Bah peut-être, mais ils me font chier. 2010, le grand public vous découvre aux côtés de Romain Duris et de Vanessa Paradis dans le rôle d'une allumeuse nymphomane. C'est un carton avec près de 5 millions d'entrées, le tournant de votre vie. 2013, enfin, un premier rôle au cinéma dans Hôtel Normandie. Et un nouvel album, le 6e, que vous composez entièrement seul. L'occasion rêvée de rendre hommage aux hommes de votre vie et à l'amour. 2017, un 3e roman, car vous avez un autre talent, l'écriture. Vous l'aurez compris, l'inclassable Elena Noguera a une vie bien remplie. J'ai toujours détesté cette phrase « Oh ben on n'a qu'une vie ». Ah ben oui, on n'a qu'une vie, donc j'en veux 1000. Alors à vous Catherine de nous faire découvrir les multiples vies de notre Wonder Woman de ce matin. On n'a qu'une vie. Alors, c'est vous en triste. voulez 1000, c'est Ouais. ça? Oui. Dans la vie, d'ailleurs, vous dites tout est possible. Oui, Mais enfin, vous l'avez testé, ça? alors, Avec je des échecs. Oui, je commence. Je pense qu'avec l'âge, on révisite un petit peu ces affirmations. Donc tout est possible. Oui, oui. Qu'est-ce oui, qui mais, vous a résisté? mais des tas de choses tout le temps. En fait, on ne voit finalement que ce qui fonctionne. Mais j'ai toujours les manches relevées. Et puis je tape aux portes. Et puis on me dit non. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'apprécient pas ou qui. Pourquoi?
J'imagine qu'il y a des tas de raisons. Ou pas. Il y a un trait de votre caractère qui vous nuit? Alors là, je ne peux pas parler à la place de... Je peux imaginer, mais après, c'est des projections à soi. Est-ce que votre physique aussi a contribué peut-être à ça? Le truc du physique, c'est des questions que je trouve beaucoup plus complexes que ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une femme, comment elle se place au monde, comment elle croit être au monde jusqu'à un certain âge où finalement elle comprend que la place qu'elle avait était autre que celle qu'elle pensait. C'est très complexe, je trouve. Disons que très longtemps, j'ai cru que j'étais un individu de qualité et que j'obtenais les choses par mes qualités intrinsèques. Et maintenant, je me rends compte que souvent, dans un monde géré par les hommes, j'avais accès aussi à des rendez-vous qui n'aboutissaient pas forcément non plus à des choses, mais aussi de par peut-être une manière qu'avaient ces hommes-là de m'envisager comme une possibilité de récréation. Mais en quoi on se C'est pas trompe tout à sur fait ça. vous? Oh, mais surtout, de toute façon, même moi, je me trompe sur moi. C'est-à-dire que je m'imagine telle et puis finalement, c'est encore autre chose. Donc j'imagine que tout porte à confusion. Peut-être que j'ai l'air plus sage que je ne le suis. Peut-être que même quand j'allume une cigarette, les copains disent « mais tu fumes ?» Je dis « mais ça fait 30 ans que je fume » parce qu'ils s'imaginent que je suis une fille sportive, joyeuse, en bonne santé. Donc finalement, j'imagine que... Enfin, vous êtes joyeuse et en bonne santé quand même. Aussi. Même en fumant. Mais oui, mais en fait, c'est toutes les choses peut-être moins... que je montre moins. Disons que ma politesse crée quelque chose de plus opaque. Enfin, ce qui est plus opaque en moi est caché par ma politesse de présentation. Vous aimeriez être moins poli? Oui, parfois, quand je vois Poulvord, je me dis, mais en fait, Poulvord est en moi. Pourquoi mon Poulvord ne s'exprime pas? Ou quand je vois Lucchini, je dis, mais Lucchini est en moi. Pourquoi mon Lucchini ne s'exprime pas? Ou quand je vois Simone de Beauvoir, je me dis, mais elle est en moi aussi. Pourquoi celle-là ne s'exprime pas? Donc petit à petit, tous ces petits êtres prennent la parole. Mais c'est vrai que je me suis habituée à présenter comme ça. Vous avez posé souvent nu sur des magazines. Oui. Vous dites le regretter aujourd'hui? Mais parce que le discours est très très compliqué en fait pour une femme. C'est-à-dire que on est toujours réduite à notre corps très souvent. C'est-à-dire que notre liberté passe par notre corps. Quand Brigitte Bardot s'est mise nue, on a parlé de la libération de la femme. Les femmes voilées en Iran posent nues sur les réseaux sociaux pour dire mon corps est à moi, je veux le montrer. Donc nous, on s'objectise nous-mêmes. Et puis une fois qu'on se met nu, on trouve qu'on redevient l'objet. Donc, on est toujours c'est très difficile d'échapper à cette position qui est toujours notre entrejambe. Et le désir qu'il suscite, ou le non-désir, est-ce qu'on s'en cache, est-ce qu'on le montre? Donc, j'ai refusé très longtemps de poser nue parce que j'avais la jeunesse et que je trouvais que c'était trop facile et trop évident et je n'avais pas suffisamment construit de choses que je trouve en tout cas plus intéressantes que cette beauté à exposer. Après, à 40 ans, j'ai voulu l'exposer en me disant j'ai suffisamment construit, je vais poser nue. Mais après, maintenant que j'en ai 47, je me dis mais en fait, à 40 ans, je suis encore à cet endroit où je dis excusez-moi, je ne suis pas vieille, je ne suis pas périmée, je suis encore désirable. Mais donc, je me remets à cet endroit d'objet, du désir, c'est-à-dire que je n'ai pas réussi à m'en sortir. Vous êtes extrêmement tiraillée. Hein. Mais comme toutes les femmes. Vous soutenez-vous des associations et notamment une association qui s'appelle 52, hein, 52 c'est-à-dire 52% en fait de Françaises, hein, puisqu'on représente 52%, donc la majorité en fait des Français. Et il y a eu une campagne, c'était au moment des soldes, campagne d'affichage massif à Lyon, à Paris et à Marseille contre les inégalités persistantes. Laquelle de ces inégalités vous indigne le plus? Là, on voit des images. Oui, les 52, elles sont super. Enfin, nous sommes super. Elle me dit toujours, mais tu fais partie des 52. Je dis, oui, c'est vrai. Vous avez défilé avec elle? Nous, j'étais pas là. Je tournais en Guadeloupe, mais j'avais très envie de. Et l'inégalité la plus indigne, selon vous? Il y en a tant. Non, c'est trop. Il y a trop. Mais peut-être le pire, c'est les petites filles, les nouveau-nés qu'on jette au Pakistan ou en Inde à la poubelle. Ça existe, c'est-à-dire que c'est des filles, ça ne sert à rien une fille, ça va être un problème dans la famille, un poids financier. C'est un poids, donc on la met à la poubelle. Donc il y a des gens qui traversent les villes et qui essayent de récupérer des nouveau-nés filles, qui les mettent dans des orphelinats.
Bon, on n'est pas rendu. Hein. Sur Facebook tourne une vidéo d'un extrait de Thé ou Café, 2 500 000 personnes qui l'ont vu. Et c'est Julien Doré qui s'exprimait justement sur le féminisme. Et il dit « Être conscient que les hommes se comportent comme des cons avec les femmes, ce n'est pas être féministe, c'est être lucide. » Ça vous va, ça? Oui, oui, c'est juste définition. aussi, oui. J'aime bien. Et puis être féministe, ça fait peur, mais c'est humaniste en fait. C'est rien d'autre. C'est pour les droits. C'est même tendre la main à l'autre sexe. Mais oui. Et puis il y a les droits de l'homme. En fait, on aurait dû appeler ça les droits de l'humain parce que on est là. Dans la vie, vous